Est-ce que vous êtes prêts les gars? Tout en essaim de gobelins m'arrive dessus, équipés de flèches, d'épées et de haches. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Un coup à gauche, un coup à droite. Les gobelins semblent tomber en parrain sous cette force inconnue. Autour du garçon, les mouvements d'une arme sont à peine visibles à l'œil nu. Il s'agit d'une grande masse volante. Même ceux qui venaient du ciel n'arriveront pas à poser le moindre petit doigt sur lui. Seul le sang qui gicle de leur cadavre pourra s'approcher du corps de ce bourreau impassible. Les gobelins ne savent pas quoi ressentir entre la colère et la peur. Mais le regard du garçon ne contient que de la détermination. Une flèche débarque à toute vitesse sur le flanc du jeune homme. Et grâce à ses réflexes hors du commun, il arrive à stopper l'affreux gobelin qui lui avait tiré dessus dans le dos. Il est dans la mouise totale. Alors comme ça, tu en profites pour charger avec tes copains. Et en plus de ça, tu me tires dans le dos sans avertissement. Si tu penses que Ban Yu-won est venu ici pour se contenter de ce genre de mouvement de lâche, alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, petit. Bang Manga! Transforme-toi! La horde de gobelins me regarde en gueulant, sentant toute la puissance de mon arme. Je la pointe du bout de mes doigts vers ces abrutis. Feu! La lumière de ma vie, la flamme de mon existence. L'un de mes premiers souvenirs, avec ma famille fière de moi car j'arrive à lire un livre dans mon langage natal. Je me souviens de mon père avec son regard fier derrière ses épaisses lunettes et le sourire de ma mère en train de fondre devant mon talent, jusqu'à ce que je me mette à parler couramment japonais. Les parents ne sont pas vraiment fiers à ce moment-là. Ils se demandent surtout comment j'ai pu apprendre une langue étrangère à cet âge. Cet enfant a pourtant toujours habité ici. La porte claque juste derrière mes parents. C'est un vieillard qui semble très heureux de leur apprendre que j'ai hérité du don de nos ancêtres. Au moins, il y a un enfant utile dans cette famille, dit-il. Un enfant qui pourra reprendre la propriété de la tour de Babel pour nous. Après un instant de silence, ma mère semble totalement exténuée, pendant que mon père demande au vieillard d'aller se laver. Il revenait d'une journée dehors. En fait, il ne semblait pas du tout croire aux paroles du grand-père. Dans un élan de colère, il va gueuler que la tour était bien réelle. Mais une fois de plus, ils ne vont vraiment pas l'écouter. Je me souviens clairement qu'il avait pris mon carnet pour me faire comprendre que notre famille avait un don. Il y a longtemps, dans un monde chaotique, le grand ancêtre de leur famille Ban possédait le don de pouvoir communiquer avec n'importe qui dans ce monde. Avec ça, notre famille aurait réuni tous les êtres pour construire une immense tour qui jamais ne pourrait s'effondrer. La tour de Babel. Nos ancêtres avaient construit une tour? Ça voudrait dire qu'on était les propriétaires d'une tour immense? Mon grand-père m'a dit que nos ancêtres étaient les maîtres du langage, capables d'interpréter n'importe quelle forme de communication dans l'univers. Il me disait qu'il ne fallait surtout pas oublier une telle puissance, avec une joie incroyable. Mais enfin, où est donc cette tour, grand-père? Lui demandai-je avec toute l'innocence du monde. Il me répondit qu'il ne savait pas vraiment où était cette tour. Il savait juste qu'elle nous appartenait. Oh, ça craint! Mais une chose est certaine. Si jamais quelqu'un était capable de mettre la main sur cette magnifique tour, notre famille regagnera tout son pouvoir et toute sa gloire. Oui, je me souviens très bien de ce passage de mon enfance. À chaque fois que grand-père me racontait une histoire sur l'aventure de nos ancêtres, j'espérais que mes talents linguistiques puissent aider notre famille, et aider notre lignée à accomplir sa destinée et retrouver tout son pouvoir. Mais mes capacités ont dépassé ses attentes, et de très loin. C'est ainsi que bien des années plus tard, me voilà dans ma chambre, sur mon PC portable, en train d'attendre les résultats de ce maudit site universitaire. Si je me fie à mon score, je devrais passer les doigts dans le nez. Le garçon appuie sur F5. Sciences politiques et de la diplomatie. Pourquoi les résultats sont autant en retard, sérieux? Hein? Mon écran se met à bugger maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une fenêtre bleue sort de l'écran. C'est quoi ça? Cette écriture est bizarre. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ma main semble pouvoir passer à travers. La meilleure académie des univers alternatifs. Nous vous félicitons pour avoir accompli notre épreuve. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et pourquoi je peux le lire? Ban Yu-won.
Won. Vous allez être invoqué dans l'évaluation blanche de notre établissement. Si vous réussissez, vous deviendrez l'un de nos étudiants. Maintenant, vous devez vous préparer. 10. Mais c'est quoi ce bordel? 8. Qui est en train de me pranker? 7. C'est encore toi, Banyumi? 6. Hein? Oh, j'ai été 5. pris. Comme je m'en doutais. 4. Je devrais vraiment être moins 3. nerveux. Peut-être que je 2. suis en train d'halluciner après 1. tout. Le compte à rebours est terminé. Début de la téléportation. La sœur de notre héros rentre alors dans la pièce pour demander s'il avait bien été accepté, mais... il avait disparu. Où pouvait-il bien être? Oh non! Où est-ce que je suis tombé? L'évaluation de pratique spéciale des candidats de dimension basse a commencé. Ce n'était donc pas une blague? J'ai vraiment été invoqué? L'évaluation me demande de battre les gobelins et de détruire le cœur du donjon? Mais de quoi est-ce qu'il parle, sérieux? Renvoyez-moi chez moi! S'il vous plaît! Je n'ai jamais voulu venir ici, moi! Mais... des gobelins? Ils ont entendu ma voix et ils me qualifient de... proie? Et comment ça se fait que je suis en train de comprendre ce que ces choses me racontent? Une évaluation pratique, des gobelins aveugles et un cœur de donjon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je dois vraiment détruire ces choses pour pouvoir sortir de ce lieu? Je ne dois surtout pas parler si je veux éviter de me faire repérer. On dirait que tout ça sort tout droit d'un jeu vidéo. Avec le mal de crâne à cause de ma chute et la sensation que j'ai, tout ça semble bien réel. Très bien. Je n'ai donc vraiment pas le choix. Si je veux sortir de cet enfer, je vais devoir me battre contre les gobelins aveugles. Mais comment je suis supposé faire une telle chose? Les hommes modernes ne sont même plus certains de savoir se battre contre un chihuahua. Un gobelin frappe alors devant moi. J'ai fait trop de bruit. Ce bâtard essaie vraiment de m'atomiser avec une masse? Peuvent-ils me voir? Non, je ne pense pas qu'ils voient grand-chose. Surtout, ne panique pas. Surtout... Un craquement se fait entendre sous le pas du garçon. Le gobelin se retourne immédiatement et hurle sur moi. Il me charge! Je saute de justesse pour éviter de me prendre un coup de masse mortelle. Ces abrutis ne voient pas grand-chose, mais ils savent bien qu'un être vivant traîne dans les parages. Ils ne me laisseront pas m'échapper si facilement. Je ne dois surtout pas perdre mon sang-froid. Ils entourent leur proie en communiquant entre eux. Peu importe à quel point je me cache, ils finiront par me trouver grâce à leur méthode. Même s'ils sont aveugles, ces gobelins sont bien trop sensibles au son et au mouvement. Si je ne veux pas mourir ici et maintenant, je dois vite réfléchir. Je pense avoir une idée pour pouvoir m'en sortir. Peut-être que je peux tenter de semer le doute dans leur esprit, en tirant profit de leur faiblesse. Il n'y a pas de temps à perdre. Assez parlé. Il est temps d'agir. Je lance alors des rochers au loin afin d'attirer l'attention de ces deux abrutis. Comme prévu, ils se lancent directement vers la source du bruit. Une fois face à l'endroit prévu, après avoir cherché, les deux réalisent qu'il ne s'agit que d'un piège. Maintenant! Je me saisis d'un lourd rocher pour le jeter à l'arrière du crâne de cette affreuse créature, qui n'arrive pas à croire que la proie puisse se rebeller. Ce débile profond se retournera sans poser de questions et portera un immense coup vers l'ennemi en pensant qu'il se faisait agresser. Sauf que la seule chose qui était derrière lui était son compagnon. Son coup va directement l'envoyer au sol. C'est le moment ou jamais de tester mon plan. La proie a résisté. Il faut l'achever. Ça va marcher. Pensant que je suis un gobelin, il n'arrêtera pas de frapper son compagnon au sol. Mais le maigrichon ne se laisse pas faire et va venir exploser le crâne de son duo sans réfléchir. Sa tête s'en est vue totalement aplatie. Après cet assaut final, son corps sans vie lui tombera dessus, ce qui les force à s'écrouler par la différence de poids. Après avoir repris son souffle, le garçon jette un œil au sol. La masse s'y trouve encore. Le gobelin ne parvient pas à se dégager de la carcasse de son allié défunt, ce qui me laissera le temps de me saisir de l'arme. Le rôle du prédateur semble s'être inversé. Désolé, mais c'est toi qui as essayé de me tuer en premier. Non, je ne dois pas hésiter. C'est mon seul moyen de sortir d'ici. Pour le moment, j'ai survécu. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore cet écran de malheur? Félicitations, j'ai correctement complété ma première chasse dans le donjon. Pour me récompenser, je vais recevoir les pouvoirs de la dimension supérieure. Qu'est-ce que... Ah, un écran doré s'affiche alors devant moi. J'aurai donc obtenu le code de Babylone.
Le pouvoir sera affiché dans un idéogramme familier au propriétaire. Qu'est-ce qui pourrait bien m'être familier? L'écran est en train de m'expliquer que je serai capable d'absorber des concepts émanant de certaines choses. Ma magie n'est donc pas seulement en lien avec le langage. En réalité, je suis un puits de connaissances. Encore d'après l'écran, les deux gobelins auraient lâché le concept de vie et de chair. Donc, je pourrais garder ou appliquer les concepts attrapés. Ma capacité ne concerne pas juste le langage. Je peux acquérir des concepts qui deviendront une partie intégrante de ma puissance. Peut-être devrais-je essayer tout ça sur moi, alors que j'essaye d'absorber le concept de vie. L'écran m'annonce que je gagne en vitalité. Toutes mes compétences ainsi que mon potentiel ont augmenté. Waouh! Je me sens bien plus confiant d'un coup. Lorsque j'absorbe le concept de chair, je sens que mon corps devient plus agréable à porter. Ce n'est pas qu'un simple sentiment. Ma force, mes jambes, ma peau. Tout est décidément devenu bien meilleur. J'ai donc absorbé ce genre de statistiques de ces mecs. Une fois qu'on absorbe ce qu'ils lâchent, leur corps disparaît. Tout ce qui reste au sol, c'est leur masse. Alors que je me baisse pour récupérer les armes, je me fais une réflexion. Si je suis capable d'assimiler ce genre de choses dans mon corps, alors peut-être que c'est possible. Si ça marche vraiment, je peux m'échapper de ce donjon de malheur. Je peux le faire! Grâce à mes nouvelles capacités, j'ai rapidement passé le donjon des gobelins aveugles. C'était un jeu d'enfant. Une fois à la fin de ce couloir, la fenêtre m'indique que j'ai bien réussi le test de la dimension la plus facile de cette épreuve. Ah! Ça voulait dire que je pouvais enfin retourner chez moi en sécurité? C'était sans compter sur l'affichage qui était en train de m'indiquer que j'allais être dirigé vers les dortoirs. Quoi? Le lieu où j'ai été téléporté n'avait rien à voir avec mon chez-moi. Il s'agissait d'un monde que je n'avais encore jamais vu auparavant. Je venais d'atterrir à l'Union Academy. Hein? Mais où est-ce que je suis? L'écran me félicite d'avoir passé le test. Je suis devenu un élève provisoire. Il me demande de porter l'uniforme obligatoire avant de passer les entretiens. Comment ça, un entretien? La fenêtre lui déconseille de faire son timide. Ils devraient porter fièrement leur uniforme. J'ai passé leur test débile et me voilà en train de devoir me changer pour eux. Mes jours à la maison me manquent déjà. Tout ça est ridicule. Ils me mettent dans une situation presque mortelle. Et maintenant, ils veulent que je vienne leur toucher 2 ou 3 mots? Alors là, peu importe qui essaye de me voir, il va voir de quel bois je me chauffe. Je déambule à toute vitesse dans les couloirs afin de retrouver ce type qui veut me parler. Je sais déjà ce que je vais lui demander. Ce sera une compensation pour cette téléportation. Ça va se passer comme sur des roulettes. Derrière la porte qui s'ouvre, le regard d'une femme magnifique se pose sur lui. Celle-ci, assise sur son bureau, remarque sa présence. Oh mon Dieu! Mais elle est sublime! Elle possède une peau verte qui a l'air si douce. Est-ce que c'est une alien? Elle me souhaite la bienvenue et se présente un peu. Elle s'appelle Yumina, la professeure de combat dans l'Union Academy. Ah oui, madame. Elle aussi me félicite pour avoir passé le test d'admission. C'est tellement gentil. D'ailleurs, savait-il que ces résultats ont attiré l'attention de toute la fac? Quoi? Se rend-il compte? Il est le premier élève depuis 500 ans à avoir réussi à fusionner un artefact pendant le premier test. C'est bien stylé tout ça, mais dans le fond, j'ai quand même failli mourir sans trop savoir où je suis. Elle a l'air vraiment heureuse. Ma situation lui fait donc tant plaisir que ça. C'est peut-être parce qu'on ne vient pas du même monde. Notre façon de voir les choses n'est vraiment pas similaire. Cette école est plutôt bizarre. Je pense vraiment m'en aller à la fin de cette entrevue. Hein? À moins que... Je demande alors à cette professeure quel est le nom de ce pilier que je viens de voir par la fenêtre. Elle semble un peu surprise de ma demande. Elle me dit qu'on lui avait fait part que les habitants de l'autre monde ne savaient pas tellement de choses sur ces lieux. Ça ne l'étonne donc pas vraiment de savoir que je ne suis pas renseigné. Ce pilier est la raison pour laquelle leur école fut créée. La professeure m'explique qu'ils essayent de choisir les élèves avec le plus de talent à travers toutes les dimensions, pour essayer de les faire monter tout en haut de la tour. Tel est donc le souhait de l'Union Academy, l'effort commun qui inspire toutes ces dimensions. Le plus grand donjon de tous les temps qui est à l'origine de bien des mystères et des dangers dans ce monde. La tour de Babel. Impossible. Mes aïeux! C'est donc ça la tour dont j'ai entendu parler dans ma vie? Grand-père, tu avais donc raison. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici?
Tout ce dont on m'a parlé se trouve donc juste ici, devant mes yeux. Le territoire qui nous appartient. Mais si la professeure dit que c'est un donjon, cela veut peut-être dire que des créatures ont pris le contrôle des lieux. Non, peu importe! La gloire de ma famille et la renommée de mes ancêtres. Je vais faire en sorte que notre lignée retrouve tout ça. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre cette école plus qu'étrange. Grâce aux professeurs qui m'ont très vite apprécié, j'ai réussi à rentrer chez moi. J'ai tout expliqué à ma famille en leur racontant les événements. Mon grand-père était fou de joie à l'idée de cette nouvelle aventure. Quelqu'un avait enfin retrouvé la tour de Babel qui appartenait à notre famille. Je suis enfin prêt pour la suite. Après tout ça, j'ai foncé vers le donjon. Un tir de mitraillette se fait entendre dans la grosse mer des gobelins, dans la partie inférieure du donjon de l'Union, au sein de la caverne des Hobgoblins. La préparation pour l'admission reprend son cours. Tous les monstres se voient décimés par ces rafales. Une fois de plus, j'extermine les hordes de gobelins par pack de 10, jusqu'à ce que je tombe enfin sur le Saint Graal. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours limité au langage, mais désormais, grâce aux éléments lâchés par les gobelins, j'ai assimilé bien plus de concepts. Mais là, c'est complètement différent. Je peux verbaliser, absorber et manipuler les concepts de tous les objets. Lorsque je tue un adversaire, je peux acquérir tous les concepts que je reconnais en lui. Et plus je mange de ses connaissances, plus je suis inarrêtable. Et ce que j'ai trouvé dans le tout premier donjon de gobelins aveugles m'a permis de faire de leur masse en bois une arme vraiment très puissante, qui n'est autre que elle. Une masse infusée avec de l'énergie fantomatique. Le tout premier artefact que j'ai réussi à créer. Une arme qui agit indépendamment de mon bon vouloir et qui possède sa propre volonté. Un artefact tout à fait autonome. Bien joué, mon gars! Heureusement que je peux compter sur cet artefact. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire quelque chose comme ça du premier coup. Bon, maintenant il faut que je me tire d'ici. Regardons un peu ce que j'ai chopé dans les parages. Ah! Parmi tous les concepts que j'ai assimilés, il y en a un que je n'ai jamais vu auparavant. Des âmes? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon arme va venir me tapoter l'épaule. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Oh! Est-ce qu'elle voulait de ces fameuses âmes? Sans souci, mon ami. Je vais aussi te donner un peu de vie, d'esprit et d'énergie fantomatique. C'est ce que j'ai appris dans ces lieux. Sortir des concepts qui me permettent de rendre mon arme plus forte. Je peux assimiler des concepts à des créations pour qu'elles s'améliorent. Alors que je dépose des concepts dans mon arme, une onde de choc vient éclairer toute la pièce et me pousser en arrière. La combinaison de concepts semble avoir provoqué une évolution dans mon arme. La fusion entre le concept de vie et de bestialité aurait provoqué une réaction d'après l'écran. Comment ça, la bestialité? Qu'est-ce que c'est que ça? Après une longue fusion à couper le souffle, je me retrouve devant la toute nouvelle forme de mon compagnon de route. Il est devenu majestueux. C'est maintenant une bête fantomatique grâce au concept que je lui ai assimilé. Bon, il y a peut-être un petit souci de taille. Je me demande si je peux encore le caresser. Je vais doucement approcher ma main de mon compagnon et réalise qu'il n'avait pas changé de personnalité. Il était toujours le même. Quand je pense que ce petit serpent peut devenir une arme pour se battre à mes côtés, c'est tellement mignon! Je me devais de lui choisir un nom désormais, et ce nom sera Eve. Regardons juste un peu les statistiques améliorées avant de reprendre la route. Si je me base sur mon expérience dans les donjons, le concept de vie semble être similaire à un niveau de jeu vidéo. La chair représente les statistiques physiques. Mais pourquoi mon niveau d'âme est aussi élevé? Bon, passons simplement ce que je ne comprends pas pour le moment. Et toi, Eve, est-ce que tu penses que tu seras capable de surprendre les adversaires dans cette forme? Ces mouvements de tête me font clairement comprendre que ce ne sera pas aussi simple cette fois-ci. Ce n'est pas grave. De toute façon, tout ce qui compte c'est que tu peux encore grandir, n'est-ce pas? Bon, retournons à la maison. On en a fini avec ce donjon. Rendons-nous à la cérémonie d'ouverture de l'établissement! L'ambiance est terriblement colorée avec tous ces hologrammes. À l'intérieur, un grand nombre de places sont libres. J'apparais au milieu du couloir. Waouh! Il y a beaucoup de monde! Lorsque j'observe un peu les gens qui se trouvent ici, grâce à mes yeux omniscients, comme je m'y attendais, ceux qui sont dans cette école sont bien plus forts que moi, qui suis un simple humain venant du bas monde. Ils ont au moins 10 fois mon niveau. Alors que je cherche mon siège, quelque chose de gros m'interpelle. C'est un lourdeau qui me demande d'aller voir ailleurs si je venais d'une dimension de loser. Je ne peux pas vraiment faire grand chose d'autre, alors j'obéis. Comme on pouvait s'y attendre,
Tous ceux qui venaient d'une dimension plus puissante ne se sentent plus pissés. Ils me discriminent car je viens d'une plus basse dimension, hein. Même dans ce monde, tous ceux qui ont le pouvoir regardent de haut ceux qui sont en dessous d'eux. Est-ce que tous les mondes sont similaires? En avançant vers le fond, un blondinet me fait signe de la main, m'indiquant que la place des admis spéciaux était ici. C'est donc ici que sont installés les gens comme moi? Eh ben, on dirait vraiment qu'on a été exilés. Attends, ces étudiants, ils viennent vraiment de sous-dimension? Quand je regarde leurs stats, ils pourraient presque mettre une vitesse aux autres élèves, contrairement à moi. Mais qui sont-ils? Je regarde à leur slide. Le garçon imagine qu'il est ban. Je lui dis que ses places spéciales sont tout de même incroyables. Mais il n'a pas vraiment l'air d'être du même avis. Ce mec, c'est le colocataire que j'ai croisé dans les dortoirs quand je suis arrivé à l'école. Notre première rencontre était un peu inhabituelle. Qui es-tu? M'avait-il dit en me pointant une lame sur moi. Je lui avais hurlé dessus en lui demandant d'ouvrir les yeux et de regarder mon uniforme. Ils sont camarades! Ce jour-là, il venait de sortir d'un examen qu'il avait mis sur les nerfs et avait un peu réagi à chaud. Heureusement, il avait fini par comprendre. Ce gars ressemble trait pour trait à un prince venant tout droit d'un conte de fées. Comme il s'était excusé, je me suis dit que ça ne pouvait pas être un si mauvais type après tout. Après ça, on s'est assis tranquillement pour parler un peu de nous. Et je me souviens qu'il s'était foutu de moi pour avoir reçu un test sur des gobelins aveugles, en me disant que même un bébé pourrait s'en occuper. Ouais, ce gars racontait n'importe quoi. En y repensant, il parle sans même s'être lavé. J'avais retiré mon t-shirt pour aller prendre une douche, et je me souviens qu'à ce moment-là, il avait fortement détourné le regard de mon corps en me demandant d'y aller en premier. C'est quoi cette question? Mon nouvel ami dit qu'il ira après quelque temps. Ouais, c'était gênant. Mieux vaut ne pas trop lui adresser la parole. Je vais saluer les deux personnes qui se trouvent à côté. Il y avait cette femme chat avec sa douce chevelure rose qui était tellement mignonne. Je ne pouvais même pas tenir le contact visuel. Et à côté de cette fille se trouvait... bonjour. Une fille avec les cheveux blancs et un regard beaucoup moins adorable. Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle va simplement me dire que la chose autour de mon bras est très intéressante. Oh! Elle voulait parler de Eve. Lorsque je lui montre mon artefact, ils semblent tous absolument absorbés par sa mignonnerie. Slide souligne que ça devait être la masse qu'il avait vue il y a quelques jours de cela. Comment l'artefact a pu changer en aussi peu de temps? La femme chat me demande si elle pouvait toucher Eve. Elle le trouvait vraiment adorable. Sans avoir le temps de répondre, la dernière de la rangée va se présenter à moi. Elle se nomme Doc Goyeon. Elle est la fille d'un grand maître des arts martiaux. Quel est son nom? Je me présente à mon tour avant de m'intéresser un peu plus à elle. Est-ce qu'elle fait aussi des arts martiaux personnellement? Peut-être même qu'elle est capable de tirer des boules de feu? Toute la rangée se met à rire. Est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi? Doc Go va me dire que je n'avais pas entièrement tort tout en se retenant d'exploser de rire. Bon, avec tout ce qui se trouve dans ce monde, pas vraiment étonnant que les arts martiaux existent aussi. La jolie demoiselle aux oreilles de chat va se présenter à son tour. Elle s'appelle Ruchel. Le blond est à Slide. Ils peuvent l'appeler Slide. Tout le monde se connaît désormais. Peut-être est-ce là le début d'un groupe d'amis? Pas le temps de parler plus. La cérémonie est sur le point de commencer. Au fond de la pièce, au rang des professeurs, se trouve mademoiselle Yumina. Aslight me demande si moi aussi j'avais eu une entrevue avec elle. Attends, c'est également son cas? Ouais, des projecteurs remplacent la lumière. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est le début de la cérémonie? Soudainement, toute la pièce va se voir recevoir une pression absolument hors du commun. Ruchel est terrifiée. Aslight tremble de tout son corps. Quelle est cette pression? C'est comme si je me faisais écraser. Lorsque je lève les yeux au ciel, je vois cette chose massive qui se trouve juste au-dessus de nous. La cérémonie d'ouverture de la 2557e classe académique va maintenant commencer. Tout ça n'était rien d'autre que le discours du principal pour cette nouvelle année de cours. Comment la prof pouvait autant être heureuse? Je demande alors si l'œil géant que j'ai vu est le principal de l'école. Tout le monde semble avoir un léger sursaut autour de la table. Ils me demandent si j'avais vraiment vu l'œil, si j'avais vraiment regardé en l'air. Ils me disent qu'ils n'ont pas du tout osé lever les yeux tant tout ça était effrayant. Effrayant? Vraiment? La beauté froide pense que cette entité s'était pourtant camouflée avec une aura déstabilisante. Comment a-t-il fait? Cette pression! J'ai eu juste envie de regarder. J'étais curieux, c'est tout. J'avais l'impression d'être observé par un œil géant.
Quoi qu'il en soit, la professeure m'explique que c'était bien le proviseur, et je ne le verrai pas de sitôt à moins que j'accomplisse quelque chose de grandiose ou que je fasse une énorme connerie. Elle me dit que peut-être j'aurai bientôt la chance d'avoir une entrevue avec lui à ce rythme. Une chance ? Plus une malédiction à ce stade. Mademoiselle Yumina nous dit que nos réussites sont aussi les siennes et nous demande de travailler dur. Est-ce que ça veut dire que c'est elle qui est chargée de nous? Elle dit que oui. Elle est la professeure principale. C'est fou! Une des seules professeurs accomplies de l'académie nous gère? Elle nous rappelle alors qu'elle est Yumina, professeure de combat magique, et qu'elle est responsable de toute notre classe, la numéro 11. Ensemble, nous ferons de belles choses pour les 5 prochaines années! C'est assez rare que des élèves qui viennent de sous-dimension soient gérés par des professeurs aussi bons, souligna Slight. En effet, c'est le cas. Cependant, on est tellement des cas spéciaux cette année qu'elle a reçu l'ordre d'être notre gérante. C'est étrange que seulement des gens comme eux aient été sélectionnés, pense-t-elle avec son thé entre les mains. Étant donné que nous sommes tous regroupés ici, elle en profite pour nous donner un conseil plus qu'important. Nous devons prendre garde de la jalousie des autres élèves et leur hostilité. Hein? La jalousie dont elle parle ne concerne pas seulement la compétition scolaire. Non. Elle se réfère aussi à des confrontations physiques et des tensions dangereuses entre les élèves. En dehors des compétitions qui sont gérées par le règlement de l'école, il n'y a pas grand-chose que le personnel puisse faire pour nous protéger. Elle nous conseille de rester groupés à 4 à partir de maintenant. Nous sommes des élèves assez rares dans l'école, et c'est certain qu'on allait attirer l'attention. Doc Go pense que si nous voulons devenir meilleurs en nous battant, il va nous falloir être très forts pour remballer leur jalousie et leur hostilité. Sinon quoi, on finira écrasé par les autres. Pour finir, elle ajoute que nous sommes une escouade qui devront essayer d'aller le plus loin possible tous ensemble. Bien, assez de discussions sombres pour le moment. L'école leur a préparé un cadeau. Elle va tout expliquer en détail une fois qu'ils l'auront reçu. Dans ce coffret se trouvait quelque chose de brillant. Il s'agissait d'artefacts étranges. À quoi peuvent-ils bien servir? On dirait un genre de pendentif, non? La professeure nous explique que celui-ci nous servira à nous identifier partout sur le campus et à accéder à toutes les zones. On peut aussi se téléporter où on veut dans l'école. Le sort pour pouvoir faire ça est... La professeure Yumina est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Slight explique que même si tout cela était bizarre, ce pendentif était très important. Sans lui, pas moyen de se balader dans l'école ou de rentrer dans la tour. Il faut en prendre soin, qu'il le veuille ou non. La demoiselle Chat va notifier quelque chose de très intéressant. Pourquoi Ban est restée seule? Qui sait? Doc Go va venir dire aux autres qu'elle avait senti que quelque chose se tramait. Cette entité l'a peut-être aussi perçue. Lorsque tout le monde était en train de prendre son thé, elle avait vu la professeure répondre à un appel qui semblait important. Peut-être était-ce le directeur qui voulait le voir. Après tout, il avait osé le regarder dans les yeux alors que tout le monde les baissait. L'enseignante dit au téléphone qu'ils allaient pourtant prendre une tasse de thé ensemble. C'est vraiment dommage. Ce type est vraiment unique en son genre, mais ne semble pas le réaliser lui-même. Qu'est-ce que je fais là, sérieux? Le garçon tremble en face du bureau laissé vide. Je me fais convoquer le premier jour. C'est pas possible. Est-ce que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas? Une voix lourde et pesante prend alors la place dans la pièce. Une voix qui me dit que je pouvais poser mon regard directement sur le directeur, car sa vraie forme n'était pas ici. Le garçon observe stressé. Principal, non. Chancelier, qu'il l'appelle maître. Oui, maître. Il va maintenant m'expliquer pourquoi j'ai été appelé dans son bureau. Normalement, il ne voulait pas interférer avec la progression des étudiants. Si un étudiant est faible, il le laissera faible. S'il est fort, il le laissera fort. Qu'il meure dans la tour ou qu'il survive en obtenant gloire et richesse, tout cela le dépasse et il s'en contrefiche. Il n'a qu'un seul but. Voir de ses propres yeux celui qui arrivera à atteindre le sommet de la tour. Tout le reste n'a aucune importance pour lui. Un léger silence s'installe. Aucune importance, dit-il. Comment pouvait-il dire une chose pareille? Techniquement parlant, la tour appartient à ma famille depuis bien longtemps. Notre lignée se doit de récupérer son bien. Tout le pouvoir et la gloire. Je suis prêt à risquer ma vie pour récupérer cette tour. Mais
Du point de vue du chancelier, qu'est-ce que cette tour apporterait à tous les étudiants de ces lieux? Et qu'est-ce que tous les élèves ont à gagner à monter au sommet? Je pose alors la question au directeur. Qu'est-ce que cette tour représente exactement? La poupée reste silencieuse un instant. Voici sa réponse. Il me dit que cette tour est un chemin vers les divinités. Une épreuve. Comment? Le divin? De la même façon que les gens le voient? Cette histoire devient un peu compliquée. Toutefois, avec moi, il souhaite faire une exception quant à sa règle de ne pas interférer avec les élèves. Cela surprend le garçon. Il voit un potentiel en lui. Le plus grand potentiel qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il va alors tendre son bras de poupée. Je vais sentir mon collier s'illuminer de toutes parts. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le proviseur m'explique qu'il apporte quelques arrangements qui pourraient m'aider à escalader la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans attendre, il me rassure et me dit qu'il m'a offert le privilège d'explorer les alentours de l'académie. Je peux donc sortir. Mais aussi, il me dit que je peux aller dans n'importe quel donjon à partir de maintenant. Afin de grimper la tour, il faudra s'entraîner sérieusement. Quand il parle d'aller dehors, alors je peux partir de l'école? Oui, je n'en reviens pas. Avant même que je puisse lui poser la moindre question, le directeur met fin à notre conversation et me téléporte en dehors de sa salle. Ses dernières paroles furent des conseils. Je devais me préparer à la tour. Et s'il voit que je fais suffisamment d'efforts, il me permettra d'obtenir un autre privilège. Mais lequel? L'exploration solitaire de la tour. À présent, l'entité annonce être impatiente de notre prochaine rencontre. Me voilà aspiré dans le portail. Je tombe contre quelque chose de chaud et moelleux. Je lève les yeux et réalise que je me trouve sous l'énorme argument de mademoiselle Yumina qui ne semble pas vraiment y voir un problème. Alors, comment était sa rencontre avec le principal? Je sursaute très rapidement et m'en vais de ma position tactique avant que cela ne dégénère. La professeure va me dire que le proviseur a pour habitude de sortir des élèves de sa salle par des portails sans prévenir. Voilà une personnalité très étrange. Ouais. Il attendait spécifiquement sa venue dès le départ. Mademoiselle Yumina se rapproche de moi et prend mon pendentif, réalisant qu'il était bien plus brillant que d'habitude. Elle avait compris qu'il m'avait donné la permission de sortir dehors. Je lui demande si c'était quelque chose que je devais prendre au sérieux, et d'après elle, c'est évidemment le cas. Ça voulait tout de même dire que je pouvais explorer librement le monde en dehors de l'école et découvrir d'autres donjons. Et qui dit exploration libre, dit que je peux aussi découvrir d'autres villes partout dans ce monde. La professeure m'explique que cette opportunité me permettra d'obtenir une super avance. Jamais un simple étudiant n'avait reçu un tel privilège. Je vois. Au début, j'avais vraiment cru qu'on voulait me rendre plus puissant avec des cours supplémentaires de rattrapage car j'étais en moins que rien. C'est rassurant. Mademoiselle Yumina me dit que je suis très chanceux et qu'elle m'envie beaucoup. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Les professeurs sont souvent bien trop occupés pour pouvoir partir à une heure pareille. Ah bon? Oui, l'école pense tellement au bon développement des élèves que la vie des professeurs est parfois un peu oubliée dans l'équation. Ah, je vois. Elle aimerait aussi visiter toutes ces nouvelles villes, explorer des donjons inconnus et avoir un peu de temps libre pour faire du shopping. Elle se rapproche de moi avec un air de psychopathe et me dit que je pourrais aussi dévorer autant de snacks que je le souhaitais. Elle m'envie tellement. Je crois qu'elle m'envie même un peu trop. Elle ajoute à cela la recommandation d'une ville qui s'appelle Ronica. Elle ne s'arrête pas de me parler avec cet air absolument terrifiant. Mademoiselle, est-ce que tout va bien? Lors de cette journée ensoleillée, Ban Yu-won s'est rendu à l'extérieur. C'est plutôt cool ici, la météo est vraiment pas mal. Je ne dois surtout pas oublier ce que la professeure Yumina m'a demandé. Le vin des lunes de miel fait par le temple des prêtres. D'après elle, il s'agit d'une bouteille vraiment exquise avec un arôme doux et fruité. Elle voulait deux bouteilles. Une professeure qui demande à un étudiant de lui chercher de l'alcool. En voilà une drôle de situation. On ne voit ça que dans ce monde étrange. Bon, quoi qu'il en soit, je devrais être reconnaissant d'avoir eu un inventaire en avance. Quand je regarde un peu ce qui traîne à l'intérieur, je tombe sur ce genre de sac gris qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celui que mon grand-père m'a donné avant que j'arrive ici. Il est écrit qu'il s'agissait d'items consommables, préparés par grand-père d'une rareté inconnue. Je me souviens de mon papy qui me demande si je suis prêt à partir. Je lui réponds que oui en lui demandant tout de même s'il s'était bien reposé. Il ne me répond même pas et me demande de prendre tout ce que je voulais dans ce fameux sac gris qu'il venait de laisser tomber au sol. Qu'est-ce que c'était déjà ?
Je me souviens lui avoir demandé. Il m'avait dit d'ouvrir et de regarder dedans. Il s'agissait d'or pur! Je me souviens avoir été tellement surpris de voir ça. Puis-je vraiment me servir? Et pourtant, l'homme répond que ça lui fait plaisir. Il m'avait assuré que tout cela me revenait de droit. Il s'agit de l'héritage laissé par nos ancêtres qui ont dédié leur vie à la recherche de la tour de Babel. Maintenant, va, grand gaillard. Je ne savais même pas comment le remercier. C'était un cadeau tellement dingue. Cependant, je précise que le sac avait l'air vraiment lourd. Vais-je réussir à le porter? Ce sale gosse n'a pas intérêt à se défiler! C'est sûr que maintenant que j'ai un inventaire, c'est beaucoup plus simple pour le transporter. Tout est dedans comme par magie. D'après le vieux, l'or a de la valeur peu importe où je me retrouve dans le monde. Alors, je vais en prendre un peu. Bien, me voilà enfin prêt. C'est l'heure pour moi de mettre un pied dans ce tout nouveau monde. Même si je suis dans une autre dimension, leur ville ressemble presque à celle de notre réalité. Du moins, jusqu'à ce qu'on lève les yeux au ciel. Ils peuvent voler avec de tels engins? Mais comment c'est possible? Pendant que j'observe la beauté des lieux, 2 mecs dans une armure viennent m'interpeller en me disant qu'ils ne m'ont jamais vu dans les parages. Ils veulent savoir d'où je viens. Lorsque je me retourne vers eux, leur visage change du tout au tout pour laisser place au stress. Ils reconnaissent instantanément mon uniforme et se mettent en garde à vous, en gueulant leur grade ainsi que leur mission. Je suis face à des gardes responsables des frontières de l'ouest de la ville Ronica. Je me présente et leur explique que je suis un étudiant en première année. Ils me demandent si j'ai bien eu l'autorisation du directeur pour venir ici. Quand je leur réponds que oui, tout le monde se retourne vers moi d'un air vraiment impressionné. Les gardes m'expliquent que si leur ville est aussi sereine aujourd'hui, c'est entièrement grâce au directeur de mon école et toute son équipe. Ils en sont à jamais reconnaissants. L'influence de l'école est vraiment énorme. Ils savent qu'être en première année signifie que je ne dois pas savoir grand-chose sur la ville et ses alentours. Et c'est avec grand plaisir qu'ils m'offrent leur aide. Super! Les 2 chaleureux gardes m'expliquent que ce genre de choses font partie de leur travail. Si j'ai la moindre question, ou si j'ai besoin de quoi que ce soit, je dois me tourner vers eux. Qu'est-ce qu'ils sont sympas! Eh bien, si je peux tout demander, je veux un de ces trucs. Les gardes ne s'y attendaient certainement pas. Alors, combien est-ce que ça coûte? Le moteur gronde à plein régime. Le guidon est opérationnel. Le véhicule effectue des zigzags au milieu des prairies avant de sauter d'une falaise. À travers ce véritable baptême de l'air, notre protagoniste vit la meilleure expérience qu'il n'ait jamais faite. C'est vraiment trop incroyable! Lorsque j'avais demandé le modèle aux gardes, ils n'en revenaient pas. Ils m'ont expliqué que le modèle basique coûtait déjà 250 000 ronia, ce qui est très cher. Je ne sais pas trop à quoi correspond leur monnaie, mais... Je leur demande si je pouvais acheter ça avec ce lingot. À la vue du bijou, ils ne peuvent s'empêcher de sursauter et me demander comment j'ai pu mettre la main sur un lingot d'or aussi large et pur. Bah, c'est un cadeau de papy. Un seul lingot vaut 7 500 000 ronia. Je peux remercier mon grand-père pour avoir fait de moi l'un des êtres les plus riches de ce monde. Et dire que j'ai osé rouspéter quand il me les a donnés. Pendant ma petite balade avec mon nouveau jouet, Eve apparaît sur mon épaule. Je lui demande alors ce qu'elle en pense. Ce bijou avait été infusé avec des éléments pour en faire un artefact. Je l'ai appelé Lilith, le hover personnel créé par Banyu One, avec une volonté d'être vivant. Le serpent est tout joyeux. Bien, j'ai récupéré l'alcool pour mademoiselle Yumina. J'ai trouvé un nouvel artefact qui marche du tonnerre. La checklist est terminée. C'est l'heure de rentrer à l'école. Ah, ma tête. Je ne me sens vraiment pas très bien. Aslight pose un verre d'eau sur la table avec beaucoup de force et de colère. Il me dit qu'il n'en revient pas que je sois parti sans dire un mot et que j'ose revenir bourré. En même temps, c'est la professeure Yumina qui m'a forcé à en prendre avec elle. Aslight me boude toujours en me disant qu'il n'aurait jamais dû autant s'inquiéter. Heureusement, Doc Go brise un peu la glace, en me demandant si ce nouveau badge vient du fait que j'ai picolé avec la professeure. Non, ce badge signifie que je suis le président du groupe. Aslight dit qu'étant donné que Yumina est leur professeur principal, il ne pouvait pas vraiment contester cette décision. Doc Go hausse un peu le ton et nous dit que si quelqu'un ici devait diriger, c'était elle. Car après tout, elle était la plus puissante de ce groupe. Avant même que je puisse répondre à sa phrase provocatrice, Aslight s'énerve et prend les devants. Il lui dit avec force et colère que nous sommes censés être des camarades égaux et que ce genre de comportement ne devrait pas avoir lieu dans l'équipe. Et puis,
Qui est-elle pour affirmer qu'elle était la plus puissante? Le visage de Doc Go va alors changer juste avant qu'elle prenne la parole. Ça la fait bien rire d'entendre quelqu'un parler d'équipe en sachant que Aslight a demandé à la professeure si c'était possible d'explorer la tour solo. Tous les regards de l'équipe se tournent vers le blondinet, qui essaye de les convaincre que c'était de la pure curiosité. Jamais il ne voulait partir sans eux. Mouais, c'est ça. Ah, sérieusement, super. Il y a déjà de l'animosité dans l'air. J'étais sur le point de proposer qu'on essaye de faire quelques plans de préparation pour notre groupe. Mais pour le moment, ce que notre groupe fait de mieux, c'est se détester. Honnêtement, je ne voulais pas vraiment être président de cette équipe. Mais maintenant que je vois un peu la tronche de notre cohésion, je comprends mieux pourquoi elle m'a demandé de les gérer. Aslight est terriblement innocent, mais sa fierté et son ego dépassent l'entendement. Doc Go est égocentrique, forte, certes, mais trop encline à se faire des ennemis. En ce qui concerne Ruchel, elle est étonnamment passive. Elle n'a pas vraiment les épaules pour mener une équipe. Bon, je vais devoir gérer ce souci. Je dois prendre la parole pour les calmer. Écoutez, un président n'a pas l'obligation d'être le plus fort. Non, en fait, je pense même que c'est l'inverse. Doc Go me regarde avec un air profondément en colère et me demande pourquoi je pense cela. Je lui explique que si le président d'un groupe est le plus fort, il prendrait toutes les décisions tout seul et il n'aurait pas besoin de consulter les autres. Il faut un entre-deux capable de trancher pour que tout le monde puisse se sentir utile. Cela attise la curiosité de ses camarades. En ce sens, je pense que la personne la plus à même de faire cela est moi-même. Vraiment, ce ne sont que de belles paroles. Doc Go se lève en faisant grincer sa chaise. Puisque la professeure a l'autorité et qu'elle m'a choisi, elle suivra mon raisonnement pour le moment. Et je la remercie pour cette sage décision. Pour être honnête, la seule personne qu'elle a vraiment envie de dominer, c'est lui. Hein? Et c'est censé vouloir dire quoi? Elle termine en disant qu'elle ne peut pas vraiment faire autrement, et que pour arriver à ses fins, elle devait être capable d'accepter ce genre de détails non nécessaires. En entendant ça, le reste de l'équipe sent une châtaigne traverser son cœur. Je calme Aslight qui semble avoir pris la remarque du très mauvais pied. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette matinée? Je me sens bien plus sur un champ de bataille qu'avec un groupe de classe. Ce souci de fierté va prendre pas mal de temps avant d'être réglé. Ruchel se lève soudainement de sa chaise. Peut-être qu'elle avait soudainement envie de dire quelque chose d'intéressant. Elle me regarde avec des yeux remplis d'étoiles et me demande si elle peut toucher un petit peu le serpent qu'elle avait vu la dernière fois. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce monde de psychopathes? Sérieux? Et c'est ainsi que le moment fatidique va arriver. Le premier test pour mon groupe. Et ce n'était vraiment pas quelque chose de facile. Un mec va se mettre à beugler et dire au professeur qu'il était très curieux à propos de nos compétences. Nous étions face à plusieurs groupes d'élèves qui nous prenaient tous pour des imbéciles finis. Tous autant qu'ils étaient, n'avaient qu'une seule envie, nous utiliser comme punching ball et nous écraser. Le professeur annonce que pour la première session, on commence avec un petit entraînement de sparring. Il n'y avait pas un seul d'entre eux qui n'avait pas une profonde envie de se battre contre nous. C'était vraiment spécial. Aslight nous explique que les classes sont divisées en fonction des capacités des élèves qui les composent. Comme on pouvait s'y attendre, la classe 1, composée d'élèves spéciaux, voulait vraiment prouver qu'ils pouvaient atomiser notre classe 11. Je pense que ça va même plus loin que cela. S'ils veulent autant nous atomiser, c'est aussi parce que je porte le badge des présidents. Ce gros lourdeau ne pouvait pas concevoir qu'un loser comme moi porte quelque chose d'aussi honorifique. Comment peut-il recevoir autant d'affection de la part de la déesse des fleurs? En plus, il se permet de se pavaner en face de lui! C'est inacceptable! Ce gorille sur pattes va se mettre à hurler comme un abruti en demandant au professeur de le laisser se battre contre lui! Tellement original. Très bien, l'enseignant me demande alors de me lever. C'était l'heure de me battre contre Erecto. Bien, l'heure est venue. Par contre, le nom de ce type, avec un corps dur comme de la roche, c'est une masterclass. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Se demande la professeure Yumina qui est en train d'observer Ban depuis son bureau. Elle est en train de se demander pourquoi la classe spéciale de l'école était en train de faire un combat dès le premier jour avec le groupe dont elle était responsable. En plus de cela, il s'agissait d'un combat en arène. Il n'y a pas le moindre monde où des étudiants provenant d'une sous-dimension peuvent se battre avec ceux qui viennent des meilleurs. Qui a bien pu préparer un coup pareil? Yumina sent beaucoup de malice qui émane de cette préparation fallacieuse.
Le professeur me demande d'avancer. Il est désormais l'heure pour moi d'affronter Erecto. Mais je devais décliner le combat. J'explique au professeur que je ne peux faire une telle chose. Mes compétences en combat sont encore bien trop pauvres pour ça. Je ne vois pas un seul monde dans lequel je peux gagner ce combat. Le professeur me regarde avec un air froid et sans cœur. Il va annoncer à voix haute que si c'était ma décision, je perdais déjà 3 points dès le départ. Quoi ? Il ajoute que je n'ai pas le choix. Le fait qu'il soit fort n'est pas une excuse. C'est pas normal. Ce professeur est vraiment étrange. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Est-ce qu'il est vraiment en train de vouloir faire en sorte que je me fasse détruire devant tout le monde? Je lui ai dit que tout cela n'a rien à voir avec des excuses. C'est uniquement du bon sens. Si j'ai été accepté en tant qu'étudiant exceptionnel, c'est uniquement dû à une capacité innée, rien qui découle d'une puissance de combat. Si vous êtes vraiment curieux à propos de mes capacités, cela ferait bien plus de sens de nous tester sur un terrain où j'ai aussi mes chances plutôt que de me forcer à me battre, non? Dès qu'il entend mes mots, l'enseignant serre les dents et a l'air d'être pris dans une colère noire. Il me hurle dessus en me disant que je n'ai rien à apprendre à un professeur! Je rétorque en signalant que notre rang ne signifie pas que nous n'avons plus rien à apprendre. Nous pouvons tous faire des erreurs, non? Et puis, il ne s'agit que d'un professeur assistant de toute façon. Il crie une fois de plus pour annoncer que l'on vient de perdre 5 points supplémentaires. Alors c'est comme ça que tu veux la jouer, espèce de sale chauve? Très bien. Alors vous savez quoi? Prenons cette semaine pour nous préparer et faisons en sorte que le combat ait lieu la semaine prochaine. Il n'en croit pas ses oreilles, ni lui, ni mon équipe. Si je peux avoir cette semaine pour me préparer, je pense que je serai tout à fait capable de me battre contre ce gros lourdeau. Un gros blanc a suivi cette déclaration. Personne ne semble comprendre la décision de Ban. Tout le monde est perdu dans le public. C'est pourtant évident qu'il est au plus bas. Mais il pense vraiment qu'en une semaine, il peut battre quelqu'un des classes spéciales? Lorsque le professeur reprend la parole, c'est une fois de plus pour me contredire. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Ce n'est même pas un professeur officiel de l'école. Je vais donc juste l'ignorer et ça va payer, car il va accepter ma condition. Il me pointe du doigt, ainsi que Erecto, et nous invite à nous retrouver mardi prochain pour un combat officiel entre lui et moi. Et le combat sera entièrement diffusé en public. Toute l'académie sera capable d'y assister. Il nous demande alors de venir préparer. En plus de vouloir m'humilier, il souhaite que tout le monde puisse voir ça. Il se retourne vers moi avec un air maléfique et me dit que j'ai intérêt à venir préparer, sinon... Oui, allez, c'est bien. Hé, c'est toi Erecto, non? On se revoit la semaine prochaine. Le lourdeau me tourne alors le dos en grognant. Mais je m'en fiche un peu, car si j'ai fait ça, ce n'était pas pour avoir une quelconque réponse. C'était pour avoir tes stats, mon gros. Ce regard est vraiment utile. Les yeux de la lecture infinie. Comme on pouvait s'y attendre, ce mec est une machine de statistiques. Sa vitalité et son corps ont un niveau absolument débile. Sa vie fait 5 fois la mienne, et son corps fait 10 fois le mien. Et en plus, même quand je me compare à ceux qui sont dans mon groupe, je ne suis vraiment pas grand-chose. Pour ne pas être un poids mort dans l'équipe et monter cette fichue tour, je dois dépasser le niveau d'Erecto. Lorsque je reviens vers mes coéquipiers, ils ont l'air absolument choqués. Je leur demande donc ce qu'il se passe. Est-ce qu'ils sont inquiets pour moi? Puis... soudainement, une voix que je connais bien retentit derrière moi. Lorsque je me retourne, je vois Doc Go au milieu du terrain. Elle crie que contrairement à moi, sa spécialité, c'était le combat. N'était-il pas curieux de voir le niveau de tous les élèves spéciaux de l'école? Elle est en train de les proposer en duel. Elle en a gros sur la patate. La fille le répète devant tout le monde, mais elle est plus qu'enthousiaste de faire un combat avec celui qui osera le prendre. Les statistiques de cette fille ne sont que composées de S, avec même un SS. Il s'agit d'une véritable arme vivante. Personne ne semble prendre la parole dans le public. Au contraire, tout le monde est en train de se décomposer sur place. Le professeur ne sait pas quoi dire.
C'est tellement silencieux, mais rien d'étonnant. Même mes yeux qui ont un pouvoir d'analyse infini n'arrivent pas à cerner toute la puissance de Dokugo Yeon. Il n'y a aucun monde où quelqu'un de la classe 1 ne puisse pas sentir cette aura aussi. Dokugo reprend la parole en leur demandant s'ils ont soudainement perdu leur courage. Elle peut se revoir à la baisse si c'est vraiment ce qu'il faut. Soudainement, elle pointe du bout de son doigt érecto en l'appelant en public. Elle est certaine qu'il n'est pas du genre à prendre la fuite. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'il vienne et se fasse écraser! Ce rocher vivant doit être terrifié. Il voulait une proie facile, et le voilà maintenant en train de se faire défier par quelqu'un de vraiment inattendu. Tout le monde le sait, ça doit être oppressant. S'il décide de ne pas perdre la face et de se battre contre elle, il sera brisé et ne pourra pas se battre la semaine prochaine. C'est certain. Je ne peux pas laisser cette situation se produire. Je me lève alors et me dirige vers elle en lui demandant de bien vouloir épargner Erecto. Après tout, j'ai un combat avec lui dans une semaine. Si elle souhaite le combattre, il faudra attendre son tour. En est-il vraiment certain? Évidemment, merci d'avoir couvert sa protection, mais cette fois-ci, c'est à moi de prouver ce que je vaux avec mes propres capacités. La fille l'examine attentivement. Elle se retourne avec son air arrogant presque habituel et me dit qu'elle pensait que je ne faisais que m'appuyer sur ma malice. Mais finalement, peut-être que j'ai un peu plus de courage qu'elle ne le pensait. Elle accepte finalement de faire les choses à ma manière, mais elle demande alors aux autres personnes si quelqu'un avait envie de venir l'affronter. Elle voulait vraiment son combat. Personne qui voulait se lever pour se battre contre elle? Vraiment personne? Bon, visiblement, ils se font tous dessus. Elle soupire alors après un instant et fait demi-tour pour retourner vers son équipe. Bizarre. Ils étaient ceux qui ne cessaient d'aboyer comme des animaux il y a quelques instants de cela. Elle insiste en disant que maintenant qu'une vraie combattante se présente à eux, plus personne n'ose parler. Ils ne valent décidément pas mieux que des chiens. Tout le monde semblait terriblement en colère. Il était clair que Dokugo avait ruiné leur ego. Mais soudainement, quelqu'un viendra prendre la parole dans les gradins. Il va lui demander qui est-ce qu'elle était en train de traiter de chien. Il va continuer et dire que c'est toujours les plus faibles qui traînent en bande. Ils sortent en meute, en essayant de protéger leur petit groupe. C'est vraiment drôle à voir, n'est-ce pas? C'est qui ce type? Même s'il venait à se trouver au sein de notre classe spéciale, son aura semble être d'un tout autre niveau. Aslight présente l'homme qui a pris la parole et dit qu'il s'agit de Ortima, le dirigeant de la dimension Ketius. Qu'est-ce que c'est que ça? Demandai-je à Aslight. Alors il n'est pas au courant, il explique que si on ne compte pas l'Union, il existe 10 dimensions qui possèdent le plus de pouvoir parmi les autres, et Ortima est le dirigeant de l'une d'entre elles, Ketius. Si j'ai bien compris ce qui est en train de se jouer, ce mec est le dirigeant d'une famille venant d'une dimension ultra puissante. Il avance sans chigner et appelle le professeur simplement par son grade. Ce dernier va s'exécuter sans même qu'il ait besoin de dire un mot. L'enseignant sort une caméra de sa main. Le combat va donc devoir être enregistré. La fille chat demande à quoi cela va bien pouvoir servir. Aslight explique que tout cela va être diffusé sur l'intranet. Dans quel but? Il n'est pas tout à fait sûr de ce que cela veut dire pour le moment. Je lui explique alors rapidement que c'est un réseau mis sur pied par des sociétés ou des écoles pour échanger des informations. Alors quelque chose comme ça se trouvait dans son monde. Il ne savait même pas ce qu'était l'Union, mais avait ce genre de technologie chez lui. Même si je viens d'une dimension de bas étage, j'ai eu la chance de connaître un système similaire. La technologie de mon monde est en plein développement. Ruchel se colle à moi et notifie sur mon écran un live provenant de notre établissement. Et bien entendu, il s'agissait de ce que nous avions en face de nous. Ce professeur est vraiment malveillant, mais je doute qu'il puisse s'attendre à ce qu'il va se passer ensuite. Ils ont vraiment l'air à cran. Ortima va proposer à Dokugo de se lancer en première, mais elle ne se laissera pas avoir par cette misérable technique. Elle demande à ce novice d'attaquer s'il ose. Après l'avoir regardé un instant, il a bien envie de voir si ses actes pourront justifier son arrogance. Le dirigeant va alors tendre le bras et dire « À genoux !» C'est alors qu'une sensation étrange va venir traverser l'espace. Et cette vague arrive jusqu'à notre emplacement. Je sens son pouvoir. C'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de ressentir et de contrôler. C'est comme de l'eau qui bouge de haut en bas. C'est comme si vous pouviez respirer sans air.
La loi de la nature, tous les éléments de cet espace me donnent envie de me mettre à genoux devant lui, comme si c'était la chose normale à faire. C'est tout bonnement contre nature. C'est comme une distorsion de la réalité. Aslight sent que j'ai compris quelque chose, mais sans que je ne puisse répondre. Ruchel s'accroche à moi. Est-ce que tout va bien? Elle était terrifiée par la situation. Pendant ce temps, Doc Go semble tenir debout sans broncher. Et d'un air très confiant, elle va balayer l'énergie autour d'elle en contrôlant une magie noire provenant de sa main. Résultat, la tentative de son opposant est réduite à l'échec. Comment est-ce possible? C'est incroyable. Elle a tout bonnement effacé toute cette puissance. Ortima ne semble pas vraiment au bout de ses surprises. Il est néanmoins très impressionné et va lui dire sans hésiter. Doc Go répond que son pouvoir est ridicule, presque aussi ridicule que les cornes qu'il porte sur la tête. Si c'est tout ce qu'il avait en réserve, elle avoue être très déçue. Évidemment que non. Sans prévenir, au milieu de la discussion, Doc Go part à toute vitesse vers le dirigeant et essaye de lui mettre un coup au corps à corps. Pensait-il qu'elle le laisserait faire le même stratagème une seconde fois? Même s'il peut être puissant, son schéma d'attaque est bien trop évident. Cela l'embête. Il avait dû utiliser ses deux mains pour parer un coup aussi puissant. Directement, la demoiselle se glisse dans son dos à la vitesse de la lumière et lui chuchote à l'oreille. Au plus tu es débile, au plus tu dois utiliser ton corps, non? Comment ose-t-elle? Ortima essaye de mettre un coup derrière lui, mais Doc Go esquive à la perfection. Comme elle s'y attendait, ses mouvements étaient maladroits et prévisibles. Bah alors, il va lui avouer qu'on le nourrit encore à la cuillère? Ce type est vraiment un assisté. Dans un élan de colère, il tente à nouveau de la frapper, mais elle esquive une fois de plus. Le blond observe bouche bée. Est-ce qu'elle est vraiment en train d'en faire baver Ortima, le dirigeant de Ketius? Doc Go semble juste invincible. C'est clair quand on regarde son combat. Ortima est habitué à restreindre les mouvements de ses adversaires avant de les battre aisément. Telle est la distorsion de la loi naturelle. Mais ce n'est pas le dénouement auquel il s'attendait. Son pouvoir est très puissant, certes. Mais face à quelqu'un d'inatteignable comme Doc Go, sa méthode ne marche tout simplement pas. Ce gars, malgré le talent qu'il semble posséder, un simple regard suffit pour dire qu'il est paresseux et n'est pas habitué à utiliser son corps du tout. Aslight n'arrive pas à croire qu'il puisse voir cela. Entre Doc Go qui se bat au même niveau que Ortima et Ban qui semble pouvoir les analyser tous les deux. Pas étonnant qu'ils furent acceptés ici malgré leur dimension de bas étage. Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans ce combat? Ortima regarde la jeune demoiselle dans les yeux et lui demande comment osait-elle l'insulter de la sorte. Mais une droite le fait se taire. Elle rétorque alors qu'il devrait la fermer un peu plus et se mettre au combat, avant même qu'elle ne puisse mettre un moindre coup en plus. Une énergie incroyable va émaner du corps d'Ortima, forçant même Doc Go à reculer. Espèce d'insolente! Comment oses-tu m'humilier? Jamais je ne pourrai te pardonner pour ce que tu as fait! Jamais! Puisque tu joues autant avec moi et que tu veux mourir, pas de soucis! Je vais te tuer ici et maintenant! La mort n'est pas un concept pouvant être prononcé par un gosse dans son genre. Autour de sa main se concentre une énergie véritablement mortelle. Après cet assaut, il n'y aura plus de retour en arrière possible! Crève! Allez, ça suffit. Alors que leurs attaques s'apprêtent à atteindre leur cible, les deux élèves se retrouvent comme transportés dans un champ de fleurs. La fille ainsi que le garçon observent sans trop pouvoir comprendre. Leur académie n'encourage pas les élèves à combattre pour leur vie. Après tout, il vaut mieux garder cette énergie pour grimper la tour. Yo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.